Voilà, donc moi je suis prof à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Et donc on utilise depuis donc 2008, peut-être 2007, je ne sais même plus exactement. Tout ça à cause de Bernard. Et voilà, et c'est vrai qu'alors moi pareil, je suis là pour piquer des idées à tout le monde. Si je peux en donner, ça sera tant mieux. Et puis je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, quoi. Et on a travaillé sur l'organisation de ce séminaire. Donc effectivement, historiquement, on s'est retrouvé il y a un an à peu près, ou non, ça devait il y a 2 ans, et on a discuté, on s'est dit que ça serait quand même, il y a de plus en plus de gens qui utilisent. Ce qui est passionnant, c'est que tous les gens qui rentrent dans ces environnements numériques ont des approches qui sont souvent très différentes, qui correspondent à leur culture professionnelle, ou leur culture de formation, etc. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant, quoi. Alors, donc Christophe m'appelle, ou on s'appelle, je ne sais plus trop, il me dit, bon, tu veux parler de quoi? Et moi, naïvement, je dis, tiens, je pourrais parler de ceci ou de cela. Voilà. Donc il m'a dit, tu parleras de ça et tu commenceras. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai pondu jusqu'à hier soir, 3h30 du matin. Voilà, donc quels ENT pour accompagner les stagiaires et les sportifs? Donc l'idée c'était de partir sur quels ENT pour accompagner le parcours des stagiaires et des sportifs. Et c'est vrai, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est vrai qu'à l'École nationale de voile, on travaille à la fois sur la dimension sport et entraînement et à la fois sur la dimension formation. Et même il y a une espèce d'alternance, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on est beaucoup plus sur l'entraînement ou le suivi des sportifs ou tout ce qu'on veut, et d'autres périodes où on est beaucoup plus sur la formation. Là actuellement on revient sur la formation. Enfin, c'est assez étonnant ce jeu de bascule. Et en fait, ce qui s'est passé... Ah oui, alors au sommaire, j'ai fait un sommaire. Donc voilà, donc j'ai fait un menu. Alors je pense que je n'aurai pas le temps de tout présenter, donc je vais devoir zapper des choses, mais comme le diaporama est disponible, vous pourrez retourner dessus après. Et en fait, la semaine dernière, Christophe est intervenu en visioconférence via un outil qui s'appelle les Hangouts, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est gratuit, c'est l'outil de visioconférence de Google. Il est intervenu sur la formation initiale statutaire des CTPS. Et notamment, à un moment donné, il aborde la question du rapport des pédagogues avec les groupes, avec Internet en fait. Et donc ce rapport-là, il le découpe comme ça en tout cas, la notion de groupe. Donc ça, c'est ce qu'on encadre, c'est ce qu'on fait là. On a un groupe, un intervenant et on a une interaction ensemble. La notion de communauté, qui est du coup plus large. Et ensuite, Internet, le réseau dans sa globalité. Et c'est vrai que, ce qu'il disait, c'est que le problème, les gens avaient les pédagogues ont de la facilité avec les aspects groupe, mais par contre, dès qu'on touche les notions de communauté ou de réseau, alors là, ça devient parfois plus compliqué. Et donc, je me suis dit, tiens, si on re-questionnait un peu nos environnements numériques, les environnements numériques de l'NVSN au travers de ce filtre-là. Et donc, je suis parti là-dessus. Donc voilà, avec l'idée que c'était quand même, il s'agissait d'introduire un peu le séminaire, plus que de faire comme je fais d'habitude, de prendre ma petite souris et montrer tout ce qu'on faisait. Donc d'abord, on va revenir un peu sur ce point-là, mais même si je l'ai déjà abordé. Ensuite, la question des possibilités qu'on a, du coup, au travers de cette question des réseaux, d'Internet. Et puis je vous donnerai des exemples au fur et à mesure, la logique sur laquelle nous, on est parti à l'école. Bon. Voilà le sommaire, je ne vous le fais pas en détail parce que voilà, ça a déjà pris beaucoup de temps à l'écrire, alors à le lire. Voilà. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous allez sur le diaporama, il y a le lien vers... Hein? Oui, il va en reparler ce soir. Et donc, vous pourrez, si vous voulez aller écouter ce qu'il a dit, évidemment, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube, la tienne d'ailleurs, Christophe. Et donc voilà, si vous allez sur le diaporama, vous cliquez dessus et vous aurez directement le lien. Alors, que peut-on faire sur un environnement numérique au travers de ces questions de réseau, communauté, groupe? Donc on peut organiser, tout d'abord, c'est un nœud de réseau. Donc on organise, on centralise l'information. L'idée, c'est d'étudier des contenus multimédia. Les stagiaires, les utilisateurs peuvent utiliser des contenus multimédia. Donc ça posait la question des cours tout à l'heure. Effectivement, ça peut être du PDF, ça peut être de la vidéo, ça peut être finalement à peu près tout ce qu'on veut. Ah ben toujours à l'heure, hein.
On peut produire collectivement ou individuellement. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de production qui peuvent être dédiés à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Donc, il y a de la logique de production. On peut débattre, échanger, mutualiser, partager. Et on peut s'évaluer donc au travers d'outils comme le questionnaire, qui serait l'outil le plus classique, mais on peut aussi imaginer d'autres usages. Et tout cela, ça peut se faire en interaction. Donc, avec qui? Alors, j'ai essayé de me le remettre dans notre contexte à nous. Le groupe, c'est les profs, les stagiaires, la promo, les tuteurs. Les communautés, ça serait d'autres groupes de stagiaires, les anciens, d'autres promos. Et ça peut amener une réflexion sur la structure générale des environnements numériques. Et puis le réseau, c'est l'ouverture sur Internet. Donc, est-ce qu'on fait des environnements qui sont fermés ou ouverts? Et quels accès on peut donner à ça? Donc, je me suis posé la question, finalement, quelles conséquences pédagogiques, entre guillemets, parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens très stricts sur la notion de pédagogie. Moi, je ne suis pas sûr d'être très strict. Donc, peut-être qu'il y aura des variantes, quoi. Alors ça, c'est un schéma que j'avais jamais fait. Alors, ça y est, je l'ai fait. Donc, première idée, c'est qu'effectivement, nous, on travaille avec l'idée que... Attendez, je vais aller sur l'écran qui est là. Et ça, on l'a fait assez rapidement, de façon sans vraiment le formaliser. Mais l'idée principale, c'est que Spiral, on s'en sert comme un agrégateur, comme un endroit où on agrège les contenus. Et les contenus, par contre, ils sont disponibles souvent bien ailleurs. Donc la première idée, et alors moi je les appelle comme ça, parce qu'en fait on fait faire des blogs à nos stagiaires, et donc on leur dit le blog c'est votre agrégateur, c'est votre nœud de réseau, c'est votre centre de ressources, pour peu importe la thématique sur laquelle on est. Et par contre, derrière, vous allez utiliser d'autres réseaux sociaux spécialisés, plus ou moins spécialisés sur des notions différentes. Donc on va avoir, moi ce que j'appelle des réseaux sociaux spécialisés dans le stockage. Donc pour la vidéo, le champion du monde de la vidéo, ça va être YouTube. Pour le diaporama, ça va être SlideShare. Alors il y en a plein d'autres. Hein. On pourrait avoir Dailymotion. On avait commencé avec Dailymotion et maintenant on fait plus joujou avec YouTube. On va stocker via des Prezi, via Calameo, via Google Agenda. Pour tout ce qui va être agenda, finalement la Formule 1, ça va être Google Agenda et c'est peut-être mieux que les agendas de Spiral. Donc voilà, donc on utilise des endroits pour stocker. Des Dropbox, souvent on parle comment je peux partager un document et le modifier en ligne. Dropbox, c'est fort pratique pour ça. Et Dropbox peut être associé à un environnement sur Spiral. J'ai une question à poser. Qui c'est qui a un compte sur YouTube? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est perso ou pro? Je crois que c'est les deux. Pro, d'accord. Un compte sur Dropbox. Ah bah ouais, déjà sur Dropbox il y a déjà beaucoup plus de monde. Sur Twitter. Ils sont bons là-bas, hein, voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais la semaine dernière avec les CTPS, c'était assez drôle. La semaine dernière avec les CTPS, c'était assez drôle parce que justement, il y avait des CEPJ qui étaient là. Et donc, c'est vrai que les conseillers jeunesse, voilà. Et les gens avaient on a commencé à parler de Twitter. Et donc, effectivement, c'est pas dans la culture. Et puis, il y en a qui disent, oh, mais moi, je vois pas trop l'intérêt, etc. Et je dis, mais toi, tu travailles sur quoi? Sur l'information jeunesse. On tape le hashtag information jeunesse, et là, tu as toute une flopée de tweets qui sortent, qui sont publiés par des services qu'eux sont censés suivre ou organiser, etc. etc. Et donc, d'un coup, ils disent, les problèmes de connexion entre l'administration centrale, finalement, et des services à l'extérieur, finalement, Twitter pourrait être un bon moyen, au moins pour être en relation avec ceux qui tweetent, quoi. Et donc, tôt ou tard, ça viendra, l'histoire de Twitter. C'est vrai que dans nos cultures jeunesse et sport, c'est pas très, on a du mal à s'y mettre, mais tôt ou tard... Et le hashtag, c'est le dièse. Et c'est un mot-clé, en fait. C'est ce qui permet d'identifier un mot-clé. Mais on en fera un atelier là-dessus, si vous voulez, mais c'est... Voilà. Donc j'ai mes propres réseaux sociaux de stockage, donc j'ai ma propre chaîne YouTube, j'ai mon propre compte de Dropbox, etc., etc. Mais c'est aussi des mines d'or. C'est-à-dire que là, je ne l'ai pas rajouté, mais il y a TeacherTube, c'est comme ça que ça s'appelle? TeacherTube, qui est une chaîne d'un YouTube de l'enseignement, si vous voulez,
qui est beaucoup en anglais, mais voilà. Bon, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent être utilisés. Et puis surtout, il y a des collègues qui posent des choses. C'est-à-dire que si vous, finalement, plutôt que de passer son temps à refaire un diaporama sur tel contenu de formation, si vous avez un compte SlideShare, vous pouvez les 3/4 du temps télécharger les diaporamas, les réutiliser. Voilà, c'est quand même un moyen de partage qui est très intéressant. Et voir, ça peut alimenter des banques de données pour nos stagiaires, quoi. Donc, c'est à la fois un moyen de distribuer et d'utiliser des services performants, un peu des Formule 1 sur les outils qui sont sur Internet, et à la fois un moyen de récupérer de l'information par ailleurs. Tout ça, par contre, si chaque fois il faut un compte sur YouTube, un compte sur SlideShare, etc., pour les gens, c'est peut-être pas évident. Donc l'idée, c'est que tout ça, je l'agrège, je centralise l'information sur un seul et unique environnement, qui va être, en l'occurrence ici, pour ce qui nous concerne sur ce séminaire, un outil Spiral. Donc là, effectivement, j'ai mis l'ancienne interface, mais l'interface Spiral, et puis tous les outils qui sont à côté. Donc les gens qui posaient sur la question sur comment animer, utiliser, etc., ça va se jouer ensuite sur le choix des outils, cours, wiki, forum, porte-documents, tout ce qu'on veut, pour organiser ces contenus et créer des animations autour de ça. C'est-à-dire que sur une page ou sur un cours, je vais mettre à la fois un diaporama, à la fois une vidéo qui est sur YouTube, à la fois un Calaméo, donc Steve il fait ça lui, hein. Tu fais plus le Calaméo? À la fois, je vais aller chercher l'agenda parce que tout le monde fonctionne avec des Google Agenda, parce que tout le monde sera très bien, etc., etc. Donc, je stocke en haut, j'agrège et j'organise mes contenus dans un environnement unique. Et derrière, si je veux dépasser la dimension groupe, je vais peut-être chercher à diffuser ou à exploiter les réseaux sociaux qui seraient spécialisés pour moi dans plutôt la diffusion, plus que dans le stockage. Exemple, si vous commencez à faire des groupes sur Facebook avec du contenu à l'intérieur, le contenu il se perd, quoi. Et avant de le retrouver, c'est extrêmement compliqué. Alors que dans votre agrégateur, il va être organisé. Si vous faites ça avec des blogs, par exemple, il y a des mots-clés, il y a des auteurs, il y a des dates, il y a des archives, il y a tout ce que vous voulez pour structurer les contenus. Il y a des moteurs de recherche intégrés à la plateforme, etc., etc. Donc voilà. Donc l'idée sur laquelle nous on fonctionne actuellement, c'est voilà, on fonctionne avec ce modèle-là, j'ai envie de dire. Du stockage, de l'agrégation, de la diffusion. Alors après, les connus, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, le mail, ça fonctionne encore très très bien. Et évidemment, il y en a toute une flopée. Pour tous les aspects visio, on bossait avec Skype. Et évidemment, de plus en plus, on glisse sur l'outil Hangout, qui est le Skype de monsieur Google, mais qui permet notamment de pouvoir enregistrer les conférences et donc de produire du podcast très très facilement. Après, il y a des gens qui utilisent les outils de stockage qui sont dans Spiral. C'est-à-dire que plutôt que mettre mon PDF ou mon diaporama sur SlideShare, je le mets dans Spiral et je vais pouvoir l'éditer directement dans Spiral sur un cours, un quiz ou ce que je veux. Donc, tu vois, c'est une question de paramétrage. En fait, je ne trouve pas du tout ça choquant de dire « moi, je ne travaille que sur la dimension groupe ». C'est-à-dire que, ou groupe ou interface communauté, si je pense à vous, ce que vous faites, vous êtes entre les deux. Vous êtes entre la communauté et le groupe. Et je pense qu'il faut commencer à travailler sur le groupe avant d'ouvrir sur la communauté pour structurer son environnement numérique, etc., etc. Mais je crois aussi que c'est vers ce type d'environnement qu'il faut aller, parce qu'effectivement, ça donne une dimension communication autour du projet qui, du coup, dépasse les interactions internes au groupe qui très souvent ne fonctionnent pas. Si je reprends l'expérience de e-entraînement et e-formation, ce blog-là qui avait été créé, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas, mais pour ceux qui connaissent, il a été créé à la suite de moultes environnements privés où on était censé collaborer, qui n'ont jamais, ou qui ont fonctionné à 3% à chaque fois. Là, le fait d'avoir ouvert, c'est aussi un moyen de communication pour chacun des auteurs. Et finalement, d'un coup, il y a une audience, il y a des statistiques associées, et c'est du coup mobilisateur. Enfin, voilà. C'est-à-dire que du coup, l'ouverture amène finalement de l'exposition médiatique. Après, tu vois, au début, on était content parce qu'on avait 5 visites par jour, puis après, on était content parce qu'on en avait 10.
Ce qu'on ne supporte pas, c'est la descente, en fait, à chaque fois. C'est si jamais ça rebaisse. Mais en fait, au début, tu es toujours content, en fait, finalement. Et de toute façon, c'est bien fait, tu ne fais que grimper. Bref, on en reparlera, mais c'est vrai que... Enfin voilà, c'est ce qui m'a questionné la semaine dernière. Du coup, j'ai essayé de présenter en fonction de ça. Je continue? Je clique. Alors justement, donc là, on est parti. Donc ça, c'est. Alors j'ai un peu alterné. Donc ça, c'est un environnement sport. C'est l'environnement numérique de la préparation paralympique voile. Et donc en fait, si vous regardez ça, l'idée c'était de dire, effectivement, c'est un site web dédié. C'est-à-dire qu'en fait, ici à l'école aujourd'hui, on va dire que 80% des gens qui développent des environnements numériques ont une interface publique. Même si l'ensemble des ressources sont privées, mais au moins j'ai un portail. Et finalement, ce qui est communiqué aux stagiaires, aux sportifs, aux entraîneurs, voici, c'est là que ça se passe. Et là, tu vas, tu n'as pas besoin de login, tu n'as pas besoin de mot de passe, tu peux consulter quelques trucs. Ça te permet aussi d'avoir un... Alors, je ne vais peut-être pas prendre le risque d'aller sur Internet, mais évidemment, ici, vous avez des menus déroulants avec des choses qui sont affichées. Donc, les gens disent, mais moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Donc, ça te permet aussi d'aller chercher d'autres éléments. Voilà. Donc, on a un blog. Alors, nous, on est des fans des blogs WordPress. Donc, d'abord, il y a cette interface-là qui est, on va dire, à 90% totalement publique. Derrière, s'il clique ici sur site de la préparation paralympique voile, hop, ça amène un habillage numérique. Et là, on rentre sur un site Spiral avec des espaces dédiés qui sont là, pour le coup, on va dire à 80% privés. Alors là, après, si vous allez sur ce site-là, il y a des trucs que vous allez trouver nuls, d'autres intéressants, enfin, peu importe. C'est directement managé en autonomie par les entraîneurs. Donc, ils gèrent leur espace. Alors, une interface accessible sans login et sans mot de passe. Des ressources et des espaces de travail dédiés aux différents groupes sur Spiral Connect. Donc là, on va avoir des porte-documents individuels, des forums, des wikis, enfin tout ce que vous voulez. Il y a des porte-documents, enfin, selon ce que les gens veulent faire. Les programmes. Là, l'entraîneur, il fait ses programmes, ses agendas avec des wikis parce qu'il trouve ça mieux. Au début, on a tous eu un mal à comprendre comment c'était fait, son truc. On n'arrivait pas à rentrer dedans. Puis après, c'est comme tout. Finalement, on s'est habitué. Du coup, ça nous permet de voir quand est-ce qu'on se déplace ou pas. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi l'idée, effectivement, de relier cet environnement-là avec les réseaux sociaux. Donc, derrière, il y a une page Facebook qui est associée. Il y a un compte Twitter avec un hashtag qui est Voile Paralympique qui est associé aussi, qui permet finalement de communiquer aussi avec... je ne sais plus qui, de préparation paralympique au sens plus large, qui du coup rediffuse, là on cherche des jeunes, du coup, finalement les gens voient la Fédé s'abonne à ce blog-là, s'aperçoit qu'il y a un article qui peut intéresser d'autres personnes, rediffusé sur Facebook de manière plus large. Donc c'est à la fois la préparation paralympique, mais aussi tout ce qui va autour. Bon, voilà. Alors, derrière, le deuxième élément, les autres éléments qui ont été amenés sur ces notions de communauté, de groupe et de réseau, c'était comment structurer finalement la plateforme Spiral. Et alors là, on a tourné autour du pot pendant un moment. Convaincre les collègues, c'est quelque chose de relativement compliqué. Donc, dans Spiral, vous avez des modules. Et donc, tous les coordonnateurs de formation, ce qu'ils veulent, c'est leur module avec leur contenu et le contenu de l'ensemble des intervenants qui interviennent dans le truc. Donc, quelque chose de très centralisé et relativement fermé. Donc, au début, oui, je parle pour les Bretons, uniquement les Bretons. Non, je n'engagerai personne. Donc, au début, en même temps, la plateforme, elle est vide. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, il y a un prof qui part sur le sujet. Donc, effectivement, les cours de physio, on va les mettre dans le module du DES ou du DE, ou peu importe. Puis, les cours de règles de course, pareil. Sauf qu'au bout d'un moment, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le gars qui fait la météo, ou la nana qui fait la météo, là je pense à Claire Nemazi, à chaque fois qu'elle fait un cours météo, elle fait tout le temps le cours météo, elle le fait finalement à toutes les promos qui passent sur l'école. Elle se répète.
Elle se répète. On pourrait la filmer une fois et on serait peinard. C'est pas ça que je voulais dire. Non, le problème que ça pose, c'est qu'en fait, sa ressource, vu qu'aujourd'hui, la production multimédia, on n'a plus besoin de faire appel à un informaticien pour nous faire notre cours sur Internet, son cours, il évolue. Et si elle doit passer son temps à le mettre à jour chez les kiteux, chez les voileux DES, chez les voileux DE, c'est l'enfer pour elle. Donc en fait, on fait comme à l'école. C'est-à-dire qu'on passe de l'idée que je fais circuler les contenus d'un module à un autre à faire circuler les élèves. Ce qui permet finalement de construire des communautés internes à la plateforme. C'est-à-dire que je peux décloisonner. Vous me suivez ou pas? Ou je vais... Voilà. Et par contre, c'est l'expert ou le groupe d'experts de la thématique qui gère les accès à l'intérieur sur sa banque de données de ressources, de forums, de wiki. Il va dire, ben, cette ressource-là, elle est pour le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, plus Kite. Celle-là, elle est que pour les sportifs de haut niveau. Celle-là, elle est que pour ça. Et tout ça se retrouve effectivement intégré sur un seul et unique site web ou module de référence. C'est-à-dire que je vais avoir mon module groupe qui va appeler mes modules transversaux avec l'outil lien web si je reste dans l'interface plateforme classique. Si par contre je passe sur l'idée du site web, eh ben, je vais appeler, les gens ne s'en rendent pas compte. Je vais vous donner un exemple après. Donc aujourd'hui, la nana, Mademoiselle de Nomazie Claire, pour ne pas la citer, elle utilise donc elle a son environnement et elle gère l'ensemble de ses publics dans un seul module. Et par contre, on met en lien ce module-là avec les différents modules, groupes réservés à une formation, à un groupe sportif. C'est des liens hypertextes. Tout ça, ce ne sont que des liens hypertextes. Des adresses, quoi. Des URL à copier, à coller. Donc ça, c'est de la technique. Et pour le coup, c'est pas très compliqué, si ce n'est qu'il est vrai que dans Spiral, quand on fait appeler une ressource de la plateforme, ça n'appelle que des ressources qui sont dans mon module. Mais un de ces jours, on va pouvoir appeler des ressources qui sont dans le module d'à côté. Ah non, t'éteins pas la caméra, s'il te plaît, Gilles, attention. Mais bon, voilà. Mais ceci dit, la logique, c'est ça. Donc après, il y a des... Oui, mais du coup, on peut avoir... là, si on prend l'environnement qui était présenté avant, sur celui-là, là, je crois que c'est 6 ou 7 modules qui sont derrière. Rien que pour ce site web-là. Je vais avoir le réseau de je ne sais pas trop quoi, le suivi je ne sais pas trop quoi, l'équipe de France, le réseau des entraîneurs, etc., qui auront des ressources un peu différentes. Donc le site, c'est mon portail. Oui, c'est un site Spiral. Non. C'est un site Spiral. Ah non, c'est un site. Pardon? Oui, il est toujours attaché à un module. Mais je m'en fous, j'ai un module dans lequel il y a le site. Oui, exactement. Tu peux aller chercher pour l'instant via l'URL et pas via l'outil d'import. Mais c'est un détail, ça. Tout à fait, c'est facile. Sans forcément faire un accès web, parce que tu gères des groupes. Enfin bref. Du coup, tu m'as perdu, parce que je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais là, je crois qu'on a... On doit avoir 5 ou 6 modules derrière. Ah oui, voilà, merci. Donc, on a un module, par exemple, météo. On a un module règles de course. On a un module équipe de France. Enfin, bon, voilà, il y a 5-6 modules comme ça qui sont intégrés. Plus des ressources qui sont disponibles sur Internet, parce qu'il se trouve qu'il y a un super petit site pour travailler les règles de course qui est fait par des Allemands, c'est ça? Donc bah, finalement, bah, il est intégré là-dessus, etc. D'accord? Alors, ah oui, donc ça j'avais déjà montré. Donc, des modules groupes, si je leur réfère à mon histoire, hein, vous vous rappelez, hein, mes groupes, mes communautés, mon réseau. Donc, des modules groupes réservés à une formation, à un groupe de sportifs. Des modules transversaux, ce qui veut dire que là-dessus, Mademoiselle de Nomazie peut aussi dire, bah, finalement, je vais faire un forum commun entre la promo Kite et la promo DE. Je peux faire du décloisonnement numérique, si vous voulez. D'accord?
Voilà. Ce sont aussi du coup des modules où il y a de la coopération. Ce qu'on peut faire sur Spiral, c'est-à-dire qu'on va dire ce dossier-là, dans ce dossier-là, les gens du groupe X ou Y vont pouvoir tout modifier, vont administrer uniquement ce dossier-là. Donc exemple concret, là sur des problématiques de détection, là toujours Mademoiselle de Nomasie crée autour des connaissances en météo pour la Fédération française de voile. Mais la Fédération française de voile dit, bon, Madame de Nomasie, c'est très bien ce que vous faites, mais nous, par contre, la question, là, on la modifierait un peu. On la transformerait. On veut rajouter telle question. Donc, elle fait le produit de base, et après, elle le pose, toujours dans son module, dans un dossier partagé, sur lequel les entraîneurs, les responsables de la Fédé ont des droits d'auteur, d'administrateur, de ce qu'on veut, à l'intérieur. Du coup, elle a la copie du quiz initial. Elle le copie dans le dossier partagé. Et ensuite, la fédération en fait finalement ce qu'elle veut. Elle va changer les systèmes de notation, elle va enlever une question, en rajouter une, etc., etc. Donc là, on est sur de la production collaborative. Et ça, c'est super, enfin pour le coup, c'est vraiment important et c'est vraiment une piste de... Quand on commence à faire circuler les groupes, c'est vraiment important la gestion des droits sur la plateforme, c'est un truc un peu compliqué à intégrer, mais c'est crucial du coup. Tous tes formateurs sont hyper autonomes sur l'utilisation de l'outil. C'est-à-dire cette fameuse demoiselle dont je me disais tout à l'heure. Non. Elle sait faire beaucoup de choses sur ce Oui. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est... tous, quoi. Non, la démarche, alors j'y reviendrai après, sur l'accompagnement. Non, mais j'y reviendrai après sur l'accompagnement. Non, mais là-dessus, il ne faut pas rêver. Au début, en plus, tu n'as pas trop envie que les gens mettent trop de désordre dans le système. Mais en fait, la fin justifie les moyens. Là, l'entraîneur de la Fédération française de voile auquel je pense, au début, il me regardait avec des yeux. Ça m'ennuie profondément et je ne le ferai pas. Aujourd'hui, il voit tout l'intérêt qu'il a à utiliser des outils questionnaires plutôt que d'évaluer à la main des milliards de questionnaires qu'il aura fait avec un document Word. C'est rapide, si tu veux, le truc. Et bon, voilà. Mais après, sur l'accompagnement, la démarche est... Moi, quand je suis formateur, j'ai pas envie qu'on me dicte ce que je veux faire, j'ai pas envie qu'on m'impose des ressources, j'ai envie de pouvoir les faire évoluer, de les modifier, etc. Bon, voilà, en gros, l'autonomie du formateur. Encore 10 minutes. Ouais. Bref, du coup, l'idée, c'est effectivement l'autonomie des formateurs sur l'outil. Par contre, effectivement, je suis un peu un centre de ressources. Au début, c'est de la formation un peu technique, hein, et puis des idées sur comment faire. Et puis après, petit à petit, ça évolue, où les gens font par eux-mêmes. Enfin, là, ils vous raconteront comment on a vécu notre petite aventure depuis 6 mois. Ils font de plus en plus de façon autonome. Ils n'ont plus besoin de moi en disant « Mais là, je ne comprends pas, ils ne le voient pas, le quiz. » Alors forcément, au début, tu as cette question, voire au début, c'est « Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est nul cet outil !» Enfin, tu vois. Mais finalement, au bout d'un moment, ils ont compris que le droit de publication, c'était à cet endroit-là. Et enfin, tu vois, c'est une mécanique. Et l'accompagnement là-dessus, il est important. Et l'idée, c'est d'être par contre réactif. Le plus possible. Alors là j'ai une question qui date d'une semaine. Je pense que le mec, il va devenir fou. Et quand je vais lui répondre, surtout, il aura trouvé la réponse. C'est une bonne nouvelle parce que... Exactement. Il y a des moments, il faut laisser mariner. Ce que fait très bien Christophe avec moi, parfois. Mais arrête de plaindre. Bon, des modules communautaires, ouverts à l'ensemble des stagiaires. Voilà. Et des cytothèques. Donc un module, ça peut être une cytothèque. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne le fait pas sous forme de module. Nous, on le fait intégré sur des pages ou des... Mais bon, ça pourrait être une démarche de structuration de l'environnement. Et une démarche aussi qui permettrait de tirer les formateurs qui ne s'engagent pas dans le dispositif. C'est-à-dire que finalement, les stagiaires, ils vont dedans, ils trouvent de la ressource en lien avec leurs préoccupations, sauf sur leur formation. Puisqu'effectivement, c'est l'endroit qui n'est pas alimenté par leurs formateurs, puisque eux ne fonctionnent pas avec l'outil. Bref, il y a peut-être des petites stratégies comme ça, en faisant venir par le bas la demande, qui pourrait être intéressante. Je me dépêche. Bon, alors, quel travail pour les formateurs, entraîneurs? Évidemment, ça va être de développer des banques de données multimédia, mais ça ne suffit pas. Alors, des cours, des blogs enseignants, tout ce que vous voulez, des wikis, des quiz, des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Par contre, ce n'est pas parce qu'on met un document en ligne ou un cours en ligne qu'on fait de la formation. Enfin là, je pense qu'on va être tous très vite d'accord. Et donc la question qui se pose, c'est quelles activités de formation, quel type d'activité pédagogique, que ce soit pour des sportifs ou que ce soit pour des entraîneurs ou que ce soit pour des stagiaires, quelles sont les activités pédagogiques que j'associe à mon centre de ressources. Donc là, j'en ai référencé quelques-unes qui me sont venues il y a quelques temps, parce que c'est une slide que j'ai piquée dans un autre diaporama.
Donc on va avoir des activités de recherche et d'exploration, des activités d'évaluation ou d'auto-évaluation, des activités d'échange et de mutualisation, des activités de production, qu'on va pouvoir faire avec notre boîte à outils, soit fermée sur le groupe, soit ouverte sur Internet, soit dans le cadre d'une communauté, qui peut se faire de façon individuelle ou collective. Bon, je me dépêche puisqu'il m'a dit que j'avais que 10 minutes, alors que, bon... alors, du coup, je vais rentrer peut-être dans celui-là, parce qu'à la fois, on ne fait pas trop de FOAD, mais on fait quand même pas, il y a quand même pas mal des dimensions qui ont été abordées. Donc ça, c'est l'environnement numérique du DES JEPS. Ben, je vais essayer d'aller dessus. Ah, super. Voilà. Alors ça, c'est l'environnement du DS. Alors la présentation, j'en suis un peu désolé, mais c'est lié au truc là. Donc ici, c'est toujours pareil, un site ouvert sur Internet, avec un blog en page d'accueil qui est un blog WordPress, sur lequel on référence toutes les ressources qu'on trouve sur Internet qui peuvent être en lien avec le domaine de formation. Et donc, qui sont triés par mots-clés, par catégorie, enfin voilà, s'il y en a qui sont intéressés. Là, il y a un problème de player, là. C'est pas mon ordi, alors je ne peux rien dire. C'est vrai que la dernière fois. Ah ouais? Ah oui, ah c'est ici, c'est lié à... Ouais, bah c'est YouTube. Hein. C'est YouTube. Ouais, c'est YouTube là. Donc là, par exemple, si on s'amuse à ça, là... Ah ouais, bon, ok. Bon, on va pas s'acharner. Mais là, en l'occurrence, c'est une interview qui a été réalisée par un des stagiaires, d'un gars qui est hyper fortiche en planche, qui est en équipe de France actuellement, et ils l'ont interrogé sur la notion de performance. Et donc l'interview est très sympa, intéressante, discutable probablement, mais peu importe. Là, elle existe, elle a été faite par un coureur. On cherche souvent des ressources autour de la notion de performance. Là, on a quelqu'un qui raconte son rapport à la performance. Ça peut servir finalement à tout le monde, quoi. Donc là, hop, on le référence sur ce site. Ce blog-là, il est public, donc il peut être réutilisé par n'importe quelle autre formation en France qui voudrait faire du DE ou du BP ou quoi, en disant, ben, finalement, on a un centre de ressources autour de la performance. Bon, en page d'accueil, c'est ça. Ensuite, on a tout ce qui va concerner les programmes, les calendriers, etc. On va avoir on va avoir des cours qui ont été développés au fur et à mesure. On va avoir des questionnaires qui renvoient évidemment sur les cours. L'idée étant de favoriser... vous permettre aux gens de s'évaluer, bon, tout ce que vous voulez, sur différentes données. C'est aussi avec l'idée de la classe inversée, c'est-à-dire qu'on peut leur donner du travail en amont des séquences de formation. On a toutes les bases de données qui nous paraissent intéressantes, qui ont été intégrées. Et là, par contre, là je les regarde rapidement, sont toutes en accès ouvert sur le net. C'est-à-dire que ce sont finalement des lieux de stockage qui sont extérieurs à ma plateforme ou à mon environnement, sur lesquels, qui peuvent intéresser mes stagiaires. Donc on construit une superbe banque de données multimédia avec de la scénarisation possible. Ce qui est intéressant là-dedans, pour des retours de stagiaires, c'est qu'un jour ils ont dit ben avant on allait d'abord sur Google pour trouver de l'info. Après, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord sur la plateforme, mais peut-être sans se connecter, on regarde dedans. Et si on ne trouve pas, on va sur Google. On avait trouvé que c'était un beau compliment, nous. Mais voilà. Donc des web TV thématiques. Donc évidemment, on a celle de l'école. On peut avoir Canal INSEP. Il y en a qui connaissent. L'ère du sport, FF Voile Multimédia, tout ce que vous voulez. La blogosphère, donc notre communauté de stagiaires qui ont... Ah, ça ne va pas s'ouvrir, j'en suis désolé. Il y a celui-là. Bon, tout ne s'ouvrira pas. Donc on a ceux qui avaient été faits sur une formation B1 haut niveau, il y a tous ceux des stagiaires du DES, et donc finalement ça permet petit à petit de construire une communauté où finalement ils vont voir ce que les uns et les autres font et les ressources qu'ils peuvent avoir par là. Vous allez avoir tout ce qui concerne évidemment les différentes épreuves. Ah oui, si, alors ça c'est con s'il n'y a pas Internet, parce qu'en fait cette année ce qu'on leur fait faire c'est qu'ils produisent en ligne leur rapport d'expérience au travers de wiki. Et donc au début, on est parti que sur la dimension entraînement dont on s'occupait, mais au final, ils ont très vite demandé en disant ben, nous, on est très intéressés pour faire aussi sur l'ensemble des autres contenus de formation. Donc en fait, à chaque fois, ils prennent des notes,
Ce qui favorise le suivi, parce qu'il y a des notifications qui sont associées. Le wiki, j'ai eu un petit souci, alors je ne sais pas, parce que cette année j'étais un peu en utilisation sur la longueur. C'est-à-dire que quand ils étaient trop longtemps sur le wiki sur un document à travailler, justement à écrire sur un certain nombre de choses, par exemple échange, rapport d'expérience, ça se coupe. Et après, il ne peut pas récupérer, c'est perdu. Donc j'ai eu un certain nombre de stagiaires qui étaient hyper irrités par ça, et qui une fois, deux fois, trois fois, c'est perdu. Du coup, l'outil, la motivation pour les travailler sur l'outil, il prend une claque. Donc je voulais savoir si c'était réglé. Ah oui, nous, on n'a pas eu ce type de retour. Nous, on a eu ce type de problème, mais parce qu'on a des connexions qui étaient misérables, je pense à l'étranger. Utilisation plus ponctuelle, du coup on a des moins gros automatismes, et effectivement on n'enregistre pas, et il y a des stagiaires que ça a découragé, c'est sûr. Mais c'est normal. Alors, Je veux dire, c'est aussi une sécurité. attends, ouais, mais oui, mais de toute façon, effectivement, C'est vrai qu'on enregistre sur Word, finalement. oui, un CTRL-C, CTRL-V, et le tour est... C'est un peu dommage, quoi, sur l'utilisation de ça. Alors, une remarque par rapport à ça, c'est vrai que nous, on leur a dit, oui, tous les problèmes techniques, on veut bien les entendre. On sait que globalement, ça marche. Effectivement, vous l'avez perdu une fois, c'est CTRL-C, CTRL-V. Vous le ferez... Moi, je fais encore la bêtise. Des fois, je clique sur valider, et sur un forum ou quoi, et puis ça m'a déconnecté, ou c'est mon ordinateur qui plante, ou je ne sais pas trop quoi. Et du coup, j'ai perdu mes 3 quarts d'heure de boulot sur le sujet. Par contre, une des clés du système, ça a été de dire, nous, les mails, vous oubliez, si vous voulez du suivi, c'est là que ça se passe. Sinon, vous n'en aurez pas. Mais vous êtes... Si je peux faire une réponse sur les futures versions, enfin la future version de Spiral, il y aura une sorte de système qui vous préviendra, comme il existe sur d'autres outils, que la session va bientôt expirer et qu'il est peut-être temps d'enregistrer votre travail avant qu'il soit perdu. Donc c'est un petit pop-up qui dit enregistrer. En fait, c'est un rappel manuel. D'accord. Là, ça n'existe pas, donc c'est vrai que c'est des automatismes à prendre quand on n'a pas l'habitude. Et ça arrive sur. Enfin bon, après, c'est pas pour jeter la pierre, mais ça arrive sur plein de plateformes. Donc ça fonctionne avec ce système de session. On est obligé d'imposer une durée limite pour des histoires de sécurité, etc. Mais voilà, il existe maintenant des solutions de contournement qu'on ne pouvait pas utiliser avant pour détecter une non-activité du côté du client, de l'utilisateur, et de prévenir que, attention, pour ne pas perdre ses données, voilà, il pourra enregistrer. Pour moi, ça reste une limite quand même, parce que du coup, on perd, et puis, comme on a plein d'utilisateurs en termes de stagiaires qui n'ont pas toujours une maîtrise, effectivement, on peut leur dire, mais il faut qu'ils fassent la bêtise pour s'en rendre compte, et puis après, ça évite. Oui, c'est ça, ouais, Du coup, si on veut mobiliser toute une promotion de stagiaires autour d'outils et sur un usage qui peut être intéressant, Je vais faire passer à fond, quoi. Après, ça fait partie des consignes qu'il faut donner. Il y a quelques consignes, comme tous les outils, qu'il faut écrire pour bien l'utiliser. Ça c'en est où? C'est vrai qu'après, ça arrive à tout le monde. Ça arrive aussi, mais voilà, c'est un automatisme. Non, mais c'est certain. Après, Stéphane, il vous racontera des exemples. Tous les stagiaires se plaignent. Alors, j'arrive pas à me connecter, j'ai perdu mon login, mon mot de passe, etc. Non, mais attends. Écoutez-moi jusqu'au bout. Et l'histoire qu'il raconte, donc avec les sportifs, c'est la même chose. Oh là là, c'est compliqué. Il a modifié un wiki, c'est compliqué. On n'y arrive pas et compagnie. Puis un jour, ce qu'il a fait, c'était les dotations en fringues pour les sportifs. Ah ben dis donc, c'est fou, hein. Ils ont tous trouvé leur login et leur mot de passe, même s'ils l'avaient perdu. Ils ont tous réussi à modifier le wiki, le tableau, sans perdre les données. Et personne ne s'est plaint en disant c'est galère, et ça réagit dans les 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce jeu de dupes dans le jeu formateur-enseignant, formateur-stagiaire qui fonctionne à plein. Mais après, c'est sûr que plus c'est fluide, mieux c'est. Mais voilà. Bon, alors j'enchaîne très vite. Donc des espaces, donc ça c'est un autre module. Là encore un autre module. Bref, je me dépêche, il me reste 3 minutes. Après, on fait la pause café. Vous avez un magnifique gâteau Spiral là-bas au fond. Ils attendent à 16h. Je te mets la pression. Ouais. Fait par Estelle. Ah oui, 2 minutes alors il me reste. Qui regrette de ne pas être parmi nous, machin, tout ça. Mais... Bon. Donc voilà, il y a des web TV associés, donc ils font de l'analyse vidéo en ligne via un outil qui s'appelle Dartfish TV. Je représenterai ça au Barcamp pour ceux qui le souhaitent. Mais effectivement, l'idée là-dedans, c'est qu'à la fois, on a cherché à avoir une interface réseau, des communautés qui s'organisent et des groupes qui fonctionnent et qu'on essaie de mettre en interaction, les anciennes promos, etc. Bon, j'accélère. Alors en FOAD, mais ça ils vous le présenteront, donc là ça je peux aller hyper vite. Effectivement, que ce soit pour la FF Voile, pour le ski nautique,
Donc il y a un très beau podcast de Steve il y a une quinzaine de jours. Ils font de la formation à distance dans le cadre de leur fédé. Et par contre, eux, alors c'est relativement simple. Donc ça travaille surtout sur le groupe, voire sur des communautés ou des contributeurs. Mais par contre, la démarche, c'est guider le cheminement des gens. Et donc la structure, c'est l'outil séance qui est utilisé, avec des liens, enfin une relation assez forte entre l'outil court et le questionnaire. Et donc un cheminement très organisé pour les utilisateurs. Plus un outil forum de groupe qui remplace l'outil mail, le téléphone, etc. Si les gens veulent des réponses, ils utilisent le forum. Toi, Steve, tu n'es pas là-dedans, mais eux, ils sont là. Et du coup, le forum fonctionne. Avec une question énervée ce matin, d'ailleurs. Parce que les gens trouvent des bugs dans les questions, les corrections, etc., etc. Mais ça, vous aurez des présentations de l'ensemble des dispositifs pendant le séminaire. Dans le domaine de l'entraînement, alors j'en dis juste 2 mots et on en reparlera avec ceux qui sont intéressés. Donc, vous avez une belle vidéo de Michael Borde, mais qui ne travaille pas du tout avec Spiral, mais qui travaille avec un environnement WordPress, mais qui présente sa démarche autour de l'outil, de l'environnement numérique qu'il a développé. Et c'est une interview qui a été faite par un stagiaire. Bon, bref. Donc là, aujourd'hui, on a des applications de plus en plus... Enfin, on en trouve de plus en plus. Bon, évidemment, il y a l'idée des carnets d'entraînement. Donc ça, c'est les surfeurs qui se sont lancés là-dedans. Carnet d'entraînement, bilan de compétition. Ils font un truc sympa, les surfeurs. C'est comme le DTN, comme c'est l'équipe France, c'est ça, hein, Ouais. partout dans le monde. Ils demandent à ces gens qui suivent comme ça de remplir à la fin de chaque séance Ouais, c'est ça. un questionnaire via leur smartphone. Voilà. Donc on pourra voir ça en atelier. Comment mettre un questionnaire systématiquement sur un smartphone. Oui, on en parlera. On clique dessus et ça répond. Voilà. Il fait tant de vagues, je suis resté dans. Donc là, il remplit sa fiche d'entraînement. Et comme ça, le DTN collecte automatiquement toutes les fiches qui sont faites tous les jours. Voilà. Et les gens peuvent aller revoir automatiquement. Il y a un bouton en fait, consulter, produire une fiche d'entraînement ou consulter ma fiche. Donc les gens peuvent aller revoir toutes leurs corrections en fait de questionnaire. Et du coup, voilà. Et s'ils veulent un export, donc ça, Steph fait ça dans le cadre de la prépa physique. Tous les mois, il fait un export des questionnaires autour des volumes. Alors, on avait parlé l'année dernière. Ouais, mais on vous montrera. Je me dépêche parce que je devrais déjà avoir fini. Voilà. Donc, il y a ce type de choses, des bilans de compétition, des idées de suivi scolaire, sportif, des porte-documents individuels, collectifs, des usages de forums aussi pour accompagner la progression, c'est-à-dire un fil de discussion par rapport à une thème de travail en entraînement. Bon, voilà. Évidemment, après des ressources, et voire des quiz d'auto-évaluation, etc. Une démarche qui est intéressante, donc là, ça c'est le cas de ces 3-là. Là. Donc Stéphane vous fera une présentation un peu plus importante. Une démarche qui est assez rigolote par la FF Voile, c'est que là, ils se sont dit, tiens, les quiz, c'est pas mal. Alors, ils ont commencé à faire ça pendant des stages de détection. Voilà. Et puis, d'un coup, ils se sont dit, bah, tiens, si on pourrait peut-être faire passer les quiz à distance à tous les gens qui veulent rentrer en Pôle Espoir. Et puis, on dit, on va aussi le faire passer à ceux qui sont en Pôle Espoir depuis 1 an. Le même questionnaire, pour voir si finalement, ça peut aider à progresser sur les contenus théoriques ou tout ce qu'on veut. Mais voilà. Et donc, là, ils ont lancé ça. Donc, alors, ça fonctionne sans login et sans mot de passe. Parce que, alors eux, ils ne veulent pas. Moi, je dis que à terme, pour le suivi, c'est quand même bien, finalement, de créer les comptes, etc. Puis même pour les stats, enfin, bon. Bon, passons les détails, mais ça fonctionne du coup sans login et sans mot de passe. C'est des quiz qui sont en mode web, où par contre, il y a une question obligatoire qui est nom, prénom, numéro de licence, ce genre de choses. Et donc, il était tout content. Il nous a envoyé un mail en disant merci beaucoup. On a eu plus de 100 réponses sur le quiz. Voilà. Ça permet aussi d'orienter des contenus. On sent bien que derrière, il va y avoir un peu comme finalement votre idée en rugby, en disant mais ils galèrent tous sur la règle 18.3b A27. Peut-être que là-dessus, il faut qu'on fasse un contenu, un podcast, une ressource autour de cette question-là. Donc ça, je sais que vous, au ping-pong, vous étiez intéressés, donc on trouvera du temps pour vous montrer, quoi. Je me dépêche. Bon, alors ça, OK. Des centres de ressources thématiques. Donc, la plupart des ressources, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la majorité des ressources sont en accès libre. Voilà, donc c'est toujours pareil, des sites web. Ça, j'y reparlerai dans un atelier. T'as vu, je trace là. Hein.
Mais effectivement, l'idée de communauté d'utilisateurs et l'accompagnement, bon, on en reparlera peut-être aussi à l'occasion de la présentation. Bon voilà, mais ça, c'est prévu. Il m'a prévu un temps pour que j'en reparle, alors je le prendrai à ce moment-là. Et par contre, aujourd'hui, ce qu'on a été amené à faire, c'est qu'effectivement, on dit, ouh là là, il y a de plus en plus d'environnements. Donc, on a structuré un site Spiral qui est un portail de ressources, qui est du coup, qui peut potentiellement être référencé à droite à gauche. Voilà. Et on rajoute systématiquement dès qu'il y en a un nouveau. Et ça participe finalement à la communication de l'école sur le sujet. Voilà, t'as vu? J'ai tracé sur la fin. Hein. Bon, voilà. Donc, vous pouvez revoir ce diaporama. Une très belle intervention la semaine dernière de Patrice Cossard sur le vélo. C'est vraiment super sympa ce qu'ils font. Vous pouvez demander à Virginie, elle était présente, elle l'a vu. Donc, il y a le podcast qui est là. C'est vraiment séduisant à souhait. Je vous remercie. Bravo. Merci.